un peu de contexte. Donc, depuis sa création, quasiment, TwoFlow, donc les années 90, propose un couplage 1D, 2D hydraulique et urbaine, donc réseau surface, avec un solver qui s'appelle Estri, qui a toutes les capacités qu'on aurait dans un swim, hein. C'est des conduites, c'est des nœuds. Il y a quelques aspects sur lesquels il va un petit peu au-delà de Swim, notamment sur, la prise en charge de certaines, pertes de charge dynamiques dans les réseaux. On a des options de calcul de perte de charge automatique, notamment au changement de direction ou, des changements de section dans les tronçons, qui sont pas disponibles dans la plupart des outils 1D conduite classiques et notamment, EPA Swim. Et donc de ce point de vue-là, on peut aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est le solver classique, traditionnel, c'est pas le focus d'aujourd'hui. C'est ce qu'on nous, on va intégrer, je dirais par défaut dans nos modèles, sauf si on a besoin d'aller chercher du swim. Maintenant, le focus d'aujourd'hui, c'est effectivement, EPA Swim, donc Stormwater Management Model, qui fait partie des références, dans le monde de l'hydraulique urbaine. C'est un modèle purement 1D, open source, et qui est développé depuis un certain temps aux États-Unis et qui est extrêmement complet. Donc il y a tout un module de calcul en conduite, il y a des tas de capacités de prise en compte, de techniques alternatives. Il y a un module complet d'hydrologie urbaine, donc à base de bassins versants, urbaine et rurale. Donc cet outil-là fait partie des références, à tel point qu'on a un certain nombre de variantes qui sont intégrées maintenant dans des outils propriétaires, donc PC Swim qui apporte, cette option pseudo 2D et une interface, qui est assez intéressante. XP Swim qui a pas alors encore totalement disparu, mais qui tendrait à disparaître, et on a aussi, pour ceux qui font du InfoWorks, ICM, on a la possibilité de tourner avec le Solver Swim, donc d'intégrer des modèles Swim, au sein d'une base de données, InfoWorks ICM pour, probablement maintenir le lien avec des modèles anciens. Heu, le petit dernier qui est arrivé, on a aussi l'intégration maintenant d'un module de réseau dans Exras. Alors celui-là est pas basé a priori sur Swim. En revanche, il supporte les formats Swim pour l'import-export de données. Donc nœud conduite, on peut très bien aussi faire un peu d'Exras et intégrer heu, le réseau de conduite, dans un modèle. Alors ça, c'est possible dans la dernière version d'Exras, donc la bêta 6.7, mais seulement en import-export. Donc maintenant, quel est l'intérêt d'aller chercher, l'ajout de ce solver 1D open source Swim dans TwoFlow? Bah, on a déjà parlé, hein, il est très utilisé, il y a beaucoup de modèles qui existent, il y a un patrimoine de modèles intéressants à réexploiter. On peut ajouter des capacités de calcul supplémentaires, on en a parlé, hein, l'hydrologie, il y a aussi la qualité de l'eau. On n'a pas encore de module de qualité de l'eau complet dans le 1D de TwoFlow. Heu, ça arrive petit à petit, mais actuellement, on peut faire de la qualité de l'eau avec Swim et on pourrait tirer parti de ces capacités-là heu, dans TwoFlow via le module Swim. On a aussi en supplément des types de sections complémentaires, qui ne sont pas disponibles dans TwoFlow, notamment parfois des sections un peu spécifiques. Hem, un intérêt que nous on voit sur des modèles un peu complexes, on peut complètement dans un modèle complet 1D, 2D, à très grande échelle, mixer des morceaux en Swim, des morceaux en S3. Le TwoFlow en tout cas est assez souple pour ça, et en termes de gains indirects, pour des modélisateurs, des modélisatrices qui feraient, du Swim, du PC Swim, sans forcément même faire du TwoFlow. L'intégration de Swim dans TwoFlow, a conduit à intégrer un certain nombre de fonctionnalités de pré et post-traitement, liées à Swim dans le plugin, QGIS TwoFlow qui nous sert à construire les modèles, et en fait, on peut très bien, sans utiliser TwoFlow, construire intégralement ou quasiment intégralement des modèles Swim, via l'interface SIG de QGIS, et le plugin, en stockant l'ensemble des données dans un GeoPackage qui ensuite est réexporté quand on veut faire tourner Swim. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça offre une interface supplémentaire à Swim
dans un environnement SIG bien connu, assez souple et ça permettra aussi, pour ceux qui maîtrisent Python, d'avoir certains contrôles sur des modèles Swim sans forcément, repasser à nouveau par du TOFLOW, si on fait pas de 2D, simplement par toutes les fonctions qui ont été intégrées dans QGIS. Donc ces fonctionnalités, du plugin, on va en parler un petit peu dans le webinaire, donc je vais passer maintenant au cas pratique. Je vous laisse m'interrompre, hein, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas soit à me poser la question, pardon, je regarde à côté pour avoir le chat, soit dans la conversation, soit au micro. N'hésitez pas, on est entre nous. Donc le point de départ pour notre petit cas pratique, là, l'objectif, c'est qu'on va commencer à construire un modèle sur lequel, c'est un modèle 2D, on applique la pluie directement sur le maillage et on va intégrer un petit bout de réseau ici dans une zone sur laquelle on voudrait, par exemple, dimensionner un réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur cette petite zone ici en développement. Là, on voit une espèce de route, dans le MNT. Donc le point de départ, c'est déjà de disposer, en tout cas pour TOFLOW, d'un modèle fonctionnel. On pourrait partir de 0 et faire, par exemple, que de la modélisation 1D. Ici, pour illustrer le propos, on va partir sur un modèle existant. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas forcément, alors ce modèle TOFLOW, c'est celui qu'on a construit dans le webinaire précédent. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, le replay est disponible, les données qui ont servi à le construire sont disponibles. On n'a pas besoin de licence pour faire le cas pratique. Donc je peux vous transmettre les données si ça vous intéresse. Nous, ça va nous servir de point de départ, heu, pour notre cas pratique. Donc on va, déjà vérifier que notre modèle tourne. Donc si je fais rapidement un tour d'un modèle TOFLOW, à quoi ça ressemble? Alors, pour ceux qui font pas forcément de TOFLOW au départ, ça c'est un peu barbare au début. On a un certain nombre de fichiers de configuration, hein, c'est des fichiers texte tout bêtes avec un certain nombre de commandes standards. Fichier de configuration centrale, le TCF, un fichier de géométrie, un fichier de conditions aux limites et certains CSV qui vont fournir notamment la pluie, les conditions limites, et cetera. Donc ici, je vérifie juste que mes fichiers existent, hem, que je trouve à peu près ce que je veux à l'intérieur. Alors pour le contexte, on va trouver, notre zone de travail, le domaine 2D, la définition de notre emprise, active. On trouvera ça dans un GeoPackage, des éléments de topographie, un ou 2 MNT qu'on va appeler, et cetera. Ça, je ne vais pas revenir dessus, c'était le sujet du webinaire précédent. On va déjà essayer de faire tourner ce modèle. Donc pour ça, je vais utiliser le petit, la petite interface de simulation qui est disponible dans le plugin. On peut très bien faire tourner TOFLOW à base de lignes de commande. Moi, j'avoue que j'aime pas trop ça. Donc dans le plugin, vous allez trouver le plugin TOFLOW ici, s'il est installé. Vous avez un outil de simulation ici, le runner, qui vous permet de faire justement ça, de vous passer des lignes de commande pour avoir une petite interface de lancement de run. Donc on va essayer de le relancer. J'espère qu'il va repartir. Voilà. Donc lui, à quoi il ressemble? Généralement, on va aller vérifier dans les paramètres qu'on appelle, on va dire, le bon solver, la bonne version de notre exécutable TOFLOW. Ça, c'est à faire une seule fois. Et ensuite, on va aller chercher notre dossier de travail. Donc ça va être un dossier TOFLOW dans lequel on aura un certain nombre de sous-dossiers, run, modèle, résultat, et cetera. Et dedans, on va retrouver notre fichier de configuration principal, le TCF. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà, ça va être mieux comme ça. Lui, on vérifie seulement que tout se lance correctement, ça a l'air d'être pas trop mal parti. Ensuite, on le laissera tourner le temps de commencer à travailler sur notre modèle. Voilà. Donc ça veut dire que le modèle est parti. C'est un modèle sur lequel on applique l'appui sur le maillage 2D. Il va mettre un peu de temps à tourner, mais ça va tourner sur la carte graphique, donc normalement, on aura des résultats assez vite. Donc ça, c'est du standard. Pour l'instant, on n'a absolument pas de swim à l'intérieur. Écran.
Parmi les étapes aussi, au démarrage d'un projet dans le plugin, généralement, si ça n'a pas été fait, on va configurer, notre projet. Tout simplement, ça permet de saisir quelques paramètres, pour, bah, préciser dans quelle projection on va travailler, préciser dans quel dossier se trouve notre modèle, préciser aussi dans quel, format vont se trouver nos fichiers de configuration, SIG notamment, donc shapefile ou GeoPackage. Tout ça pour nous permettre d'aller recréer rapidement des fichiers vides. Donc ça, c'est fait, je ne le refais pas. Donc maintenant, le point de départ, si je veux créer à partir de ToFlow un modèle Swim. Ça va être la base de la méthode. On pourrait très bien travailler dans l'autre sens et disposer d'un modèle Swim, existant qu'on aurait construit, enfin, qu'on aurait soit récupéré, soit construit dans PC Swim ou dans l'interface classique de Swim. ToFlow, le plugin fonctionnera dans les 2 sens. On peut tout à fait importer un modèle existant. Là, je suis allé ouvrir les petites fonctionnalités spécifiques à ToFlow, heu, dans le processing de QGIS. On voit qu'ici, on a un certain nombre d'éléments qui concernent Swim et notamment, on peut aller importer des éléments SIG depuis un modèle Swim existant. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément non plus, ici, on va déjà voir à quoi ressemblerait un modèle qui serait déjà construit. Hop, voilà. Donc ça, c'est à ça que ressemblerait un modèle, hydraulique urbaine classique, hein. On va retrouver des bassins versants, on va retrouver un certain nombre de conduites, on va retrouver un certain nombre de nœuds, ici, ce qui s'appelle des jonctions dans Swim, des exutoires, enfin voilà. Quelque chose de très standard sur de l'hydraulique urbaine. Sachant que, tout à l'heure, je parlais aussi pour le contexte, Swim, PC Swim, XP Swim. Au cœur de tout ça, quoi qu'il arrive, il y a un fichier qui s'appelle un INP, donc ça, c'est un fichier de configuration des modèles Swim. Donc les modèles peuvent être ouverts dans n'importe quelle interface, hormis quelques petits éléments parfois spécifiques, mais le fichier est standard. Ça, c'était seulement pour vérifier mon projet. Hop. Donc ici, si je veux aller créer un modèle Swim à partir de 0 via mon interface QGIS, on va aller, créer donc dans, la rubrique Swim, créer un GeoPackage. Le GeoPackage qui va stocker finalement tous nos tous nos composants du modèle Swim. Donc on lui précise la projection et ici, il nous parle de section. Ça va être les items qu'on va vouloir activer dans notre modèle Swim. Donc là, on va retrouver un peu toutes les thématiques, qu'on voudrait utiliser dans nos simulations Swim pour ceux qui connaissent un peu Swim. Alors, là, il y a pas mal de choses qui sembleront un peu obscures pour les personnes qui font pas forcément, de modélisation Swim, parce que le logiciel nécessite aussi son propre temps de prise en main. Donc nous, on va partir sur un truc assez simple. Il nous faut des éléments propres au projet et ensuite, on va dire la structure de notre réseau, donc des jonctions, ça va être nos regards, quelques exutoires, éventuellement des nœuds de stockage, des conduites et 2 paramètres ici, on reviendra dessus, street et inlet, qui permettent de gérer, assez finement la connexion AD2D parce que là, on est sur un modèle sur lequel on a une vraie interface. On applique la pluie sur un modèle 2D et l'échange, se fait au niveau des avaloirs, donc il faut avoir une gestion assez fine de quelle est la loi, comment ça va s'engouffrer dans notre réseau. Donc ici, j'ai choisi les sections, hop, on va aller sauver ça dans un GeoPackage. Alors, il va prendre un petit peu de temps pour me créer tout ça. Alors tant que ça tourne, l'avantage également de stocker, tous ces éléments dans un GeoPackage, ce qui est pas le format natif de Swim, c'est que ça nous donne accès à un certain nombre de possibilités sur le versionnement des modèles et la gestion des données.
notamment, on avait fait un petit webinaire assez avancé là-dessus sur le plugin qui s'appelle Cart, qui permet de faire du versionnement, du suivi d'historique directement dans QGIS sur la base d'un GeoPackage. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire suivre toutes nos modifications de modèle, faire des commits pour ceux qui font un peu de code ou de la gestion avancée de données, manipuler des branches, des versions, des variantes de manière assez souple dans notre modèle. Ce qui n'est pas spécialement simple à faire dans, via des fichiers texte. Parce que sinon, on se retrouve à dupliquer un certain nombre de fois nos fichiers avec des numéros de version. C'est parfois un peu lourd de s'y retrouver. Donc là, j'ai mon GeoPackage qui a été créé. Je vais l'ouvrir dans QGIS. Alors, je vais le garder dans un groupe, ça me permet de garder un peu d'ordre dans mon modèle. Hop. Donc, on retrouve ici mes éléments de modèle Swim. Hop. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de tables qui sont non géométriques. C'est toutes les petites icônes qui ressemblent à un tableau Excel. Tout ça, c'est des paramètres qu'on aura. Alors, on n'a pas à tous les saisir. Mais ça, c'est des paramètres qui seront ensuite inscrits dans le projet Swim. Donc, via QGIS, on peut aussi impacter sur certains paramètres de notre modèle Swim, notamment alors dans les options de projet. Ça, on ne l'invente pas, hein, c'est directement précisé. Je vous donnerai le lien vers le tutoriel derrière. Moi, je vais aller éditer directement quelques petits paramètres qui permettront à mon modèle de tourner. Il n'y a pas grand-chose à modifier là-dedans si on le passe en format table, ici. On va changer le référentiel de temps pour tourner en 2020, ce sera un peu plus facile. Et on va surtout changer notre pas de temps de stockage, ce qui s'appelle le report step, ici, pour stocker des résultats un peu plus régulièrement. Hop. J'anticipe un peu aussi pour tout à l'heure. Quand on fera de l'hydrologie, on voudra aussi changer nos pas de temps de calcul hydrologique. Donc, je vais passer, plutôt que d'être à 30 minutes, je vais passer à 1 minute de pas de temps de calcul. Là, c'est des paramètres purement numériques, enfin de calcul en tout cas, auxquels on aura aussi accès via l'interface web si on n'est pas à l'aise à les modifier directement là-dedans. Donc ça, c'est des petites configurations préliminaires qu'on va faire sur notre projet Swim. C'est assez basique, c'est standard, donc c'est pas forcément à retenir. Ensuite, on va aller commencer à peupler un peu notre modèle. Alors, pour pas passer 2 heures pour pas qu'on passe 2 heures à me regarder construire des conduites, j'ai créé déjà un certain nombre d'objets ici. Hop. Que je vais simplement aller copier-coller dans mes thématiques Swim. Alors, je vais virer les storage parce qu'on s'en servira pas. Hop. Donc, je vais récupérer tout ce qui va toucher, hop là, aux conduites. On va copier nos conduites et après on regardera ce qu'il y a dedans. On va les recoller dans notre GeoPackage de Swim. Hop. Les jonctions de la même façon. Et les exutoires, j'en ai un seul ici. Donc l'exutoire a vraiment un type spécifique. C'est vraiment une sortie du réseau. C'est pour ça qu'il ne se retrouve pas dans la thématique jonction et qu'il a sa petite catégorie à part. Hop. Je copie juste tout ça. Après, on regarde ce qu'il y a dedans. Hop. Ça, on est bon. Hop, on va désactiver. Donc, si on regarde maintenant ce qu'on va trouver dans nos différentes tables. Donc là, on va être sur vraiment quelque chose d'assez standard. Les conduites. On va retrouver un certain nombre d'attributs. Alors, ici, c'est un peu barbare l'affichage parce que j'ai pas pris le temps de faire un formulaire dans QGIS. On peut tout à fait prendre le temps, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent se lancer dans la modélisation Swim to Flow, on peut vous fournir des thèmes tout prêts avec un formulaire qui reprend finalement la même thématique que Swim. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc ça, c'est les conduites. On va retrouver un identifiant indispensable, il doit être unique. Ça a été construit tel quel. On a des outils pour vérifier, notamment que c'est bien le cas, que chaque objet a un nom unique. Une longueur qui est calculée, qu'on peut calculer automatiquement, une rugosité,
Ici, un type de section, alors circulaire, rectangulaire, et cetera. Là, on aura accès à tous les types de sections disponibles dans Swim. Donc on pourra jeter un petit œil sur Swim pour voir à quoi ça correspond. Ensuite, tous les paramètres très standards, c'est-à-dire la dimension, ici c'est le diamètre, et le nombre de tubes. Tout le reste, pour l'instant, nous intéresse peu. On viendra ensuite saisir des pertes de charge, plus tard. On voit aussi que chaque, conduite doit être définie, avec un nœud de départ, un nœud d'arrivée. Ici, ça n'a pas été préconfiguré, c'est pour tester les petits outils qu'on a à disposition pour aller détecter, la structure du réseau et les nœuds qui sont interconnectés, enfin les conduites qui sont reliées à certains nœuds. Donc ici, avant de faire ces opérations, de fiabilisation, on va regarder ce qu'on a en termes d'attributs sur les nœuds, donc les jonctions. Chaque nœud aussi doit avoir un nom unique et une élévation. Donc ça, c'est l'élévation, c'est la cote fil d'eau. C'est la cote au fond du réseau. Donc ça, c'est notre point de départ et si je regarde notre exutoire unique, on a une élévation en sortie et on a, certains paramètres, notamment est-ce qu'on a une vanne ou un ouvrage en sortie ou non. Donc ça, c'est le point de départ. On pourrait totalement importer, ces éléments-là, donc les nœuds, les liens, depuis une table SIG quelconque, du moment qu'on a ces informations de dimension et de cotes. Vous noterez notamment que sur Swim, les cotes, proviennent des regards. Ouais, Lewis, tu avais une Oui, question? ouais, c'était ça ma question. Le TN, là, dans ce cas-là, tu l'as saisi toi ou tu le récupères du MNT? Parce que c'était ça la difficulté que j'évoquais tout à l'heure en début de présentation. Oui, alors le TN, il est spécifique. Tiens, hop, merci pour la transition. Je vous remets une petite diapo. Dans la suite, on va trouver ces éléments-là. On a des conduites souterraines, on a des jonctions, des nœuds. La cote qui est saisie dans les nœuds, c'est vraiment la cote de fond. On a un outfall qui lui, finalement fait sortir le conduit, à la surface et en fait, c'est là, je pense, votre difficulté, la difficulté sur laquelle tu as dû tomber, Lewis, c'est qu'en fait, le couplage 1D2D Swim, to Flow fait intervenir un objet spécifique, c'est un inlet, un point d'entrée, sur lequel c'est sur lui qu'on va définir le TN et c'est sur lui que finalement on va construire, plus ou moins automatiquement, le point de connexion et le type de connexion entre le modèle 2D en surface et le notre conduite. C'est vraiment le point de pour ça, c'est intéressant, on va passer un peu de temps là-dessus. C'est vraiment un focus important de la méthode, c'est comment on gère cette connexion à des 2D. Après, on verra si on a le temps, sinon je vous passerai mes éléments, sur la partie subcatchment, mais on va voir justement comment on configure ça. D'accord? Donc, alors toujours pour le contexte, comment on va gérer, cette interface à 1D, 2D? Alors d'un côté, on va tirer parti d'éléments qui existent déjà dans Swim, qui sont les inlets, hem et ce qu'ils appellent les streets. C'est, on va dire, des lois de prise en compte, des lois d'engouffrement. Donc le inlet, c'est simplement un avaloir. On va retrouver des choses similaires sur la partie 1D to flow, via notamment ce qu'on appelle les pits, donc les points de chute, dans lesquels on peut mettre des lois hauteur, débit spécifiques en entrée et en sortie. Ici, sur Swift, ça va prendre le terme d'inlet. Nous, on va aller les définir, ces lois. On peut aussi les configurer directement dans Swim. À gauche, vous avez la configuration via QGIS. À droite, ici, à chaque fois, vous avez le petit formulaire spécifique, heu, dans Swim qui est un poil plus parlant. Ici, on voit par exemple que on va mettre en place certains types d'avaloirs qui se positionnent contre le trottoir avec une certaine dimension, largeur, longueur, hauteur et probablement certains éléments de perte de charge. Et on a aussi, alors ça, c'est un volet assez important, notamment sur ces modèles d'application de pluie sur le maillage, hem, de prise en compte d'une espèce de forme du bord de route, pour être certain que finalement comment on fait la liaison TN.
terrain naturel. C'est la cote, du généralement, c'est la cote du MNT et normalement avec des données, lidar assez récentes, c'est censé être plutôt cohérent avec, avec ce qu'on aura dans le TN, donc la cote qui est mesurée sur le regard du réseau d'assainissement. Et derrière, alors ça je vais pas m'étendre trop là-dessus, mais ça ouvre aussi sur des questions aussi de niveau de découpage de notre modèle de réseau. Ici, on voit que, par exemple, nos inlets, heu, sont reliés à des avaloirs. Ça veut dire que pour avoir un vrai modèle, très précis, un des 2D, il faut avoir une base de données des avaloirs et pas se contenter d'avoir le réseau structurant, donc réseau de collecte, avec seulement ces tampons, parce que les tampons sont généralement positionnés au centre de la voirie, en hauteur. Donc c'est pas eux qui vont capter le plus d'eau. Et de toute façon, leur forme est pas faite pour capter de l'eau, tout simplement parce qu'on a une plaque et on n'a pas d'éléments d'engouffrement. Donc ça, c'est aussi un sujet d'analyse préliminaire des données avant d'anticiper, de vouloir, construire un modèle de, on va dire 1D, 2D. Il faut déjà vérifier qu'on a bien toutes les données. L'idéal, c'est d'avoir une base de données des avaloirs, positionner au bon endroit avec vraiment le MNT qui marque le trottoir. Ces choses-là, c'est quelque chose d'assez complet. On commence à avoir accès à ces types de données. Donc en résumé, ici, on va définir ces 2 jeux de paramètres. Ça, c'est des lois de calcul standards. Et ensuite, on définira nos points d'entrée dans le réseau. Donc, à quoi ça va ressembler dans notre configuration QGIS? À nouveau, on pourrait le faire sur Swim. On ira voir à quoi ça ressemble. Ici, mes inlets, je vais aller les modifier. Cette table-là, ici, pour l'instant, j'ai rien. Donc, c'est là où on va créer un nouvel objet. Hop. C'est non géométrique, hein, c'est pas alors je vais essayer de mettre ça en même temps, voilà. Et ici, on va créer notre loi de calcul, qu'on va appeler combo 1. Voilà. Le type, c'est une combinaison. Alors ça, je ne l'invente pas, hein, c'est vraiment, une catégorie spécifique dans Swim. Longueur, largeur, pareil, on va partir sur ce qui a été défini. Le type, p 50, ça c'est pareil, c'est un truc standard. Souvent, ce qui est intéressant aussi sur ces outils comme Swim qui sont très répandus, c'est qu'il y a énormément de retours d'expérience, donc il y a des lois de calcul qui sont assez avancées sur toutes ces questions d'avaloir. Notamment, parfois, certains constructeurs fournissent eux-mêmes les lois hauteur-débit pour l'engouffrement, donc ça permet on va dire, de calibrer assez finement, l'engouffrement. Alors, sous réserve de ne pas avoir de perturbations, des feuilles, des choses comme ça qui viennent se mettre en travers. Donc là, je vérifie que j'ai tout saisi correctement. Touc, touc, touc. Donc lui, il est bon. On verra ensuite comment on fait appel à ces paramètres. Donc lui, je l'ai modifié. J'ai créé une loi de calcul pour mes inlets. On va aussi créer la loi de calcul, pour ce qu'ils appellent les rues, la forme de la rue, qui est reliée à notre format d'inlet. Alors c'est un peu spécifique. Heu, Là-dessus, je vous demande à ce stade de me faire confiance sur la configuration. Pour faire des vrais modèles complets, il faut se mettre un peu plus dans le manuel. Hop, donc tout ça, ici vous avez la transcription des paramètres. Il y a une notion de pente, il y a une notion de rugosité qui joue certainement sur la capacité d'engouffrement au niveau de mes rues. Hop, toc. Ça, Lewis, vous l'aviez fait cette étape ou pas forcément? Avec PC Swim, on l'a fait, ouais. Ouais? OK. Après, c'est peut-être le lien entre PC Swim et Touflo qui manquait, peut-être les petits inlets. On va voir ça juste après. Oui, 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 nous, on avait fait un Estri, mais pas un Swim, hein, dans Tuflo pour l'instant. On n'a pas OK, encore testé tout ça. Mais dans PC Swim, on n'a pas utilisé, mais on a vu ces modules-là qui sont un peu nouveaux. OK. Ouais, Et c'est arrivé a priori récemment. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste de Swim, mais ce niveau de détail est arrivé un peu récemment dans les configurations. c'est quand tu fais du double drainage, c'est une option supplémentaire qui permet de relier la partie réseau souterrain, enfin un réseau classique avec un réseau de rue. Ouais, Et c'est une nouvelle option qui est apparue, oui, a priori récemment. Peut-être cette année, je ne sais plus exactement. OK. Bon, c'est intéressant en tout cas d'arriver à ce niveau de détail.
Mmh. C'est plutôt pas mal avec la généralisation des nouvelles approches hydrologiques, c'est pas mal. Donc là, on a configuré ces 2 jeux de paramètres spécifiques, inlet, street. Maintenant, on va aller chercher vraiment à configurer la localisation de nos points d'entrée. Donc ça, c'est vraiment un objet SIG, le inlet, qui va faire la connexion, et c'est là où tout se joue, entre notre modèle Swim, en gros nos points, nos lignes ici, notre point ici. Ça, actuellement, c'est qu'un modèle Swim, il n'est pas connecté. Maintenant, on va pouvoir le connecter à notre modèle ToFlow. Donc là, c'est pareil, je vais aller chercher une couche que j'ai créée. Je vais pas m'embêter à la redessiner. Hop, il est par là. Toc. Ça, c'est une couche que vous pouvez aussi créer à partir de zéro ou importer. J'en parle juste après. Hop, pour l'instant, on va la mettre au bon endroit. Et ce truc-là, donc c'est une couche SIG spécifique, IU. Alors ça, pour Lewis et Sophie qui vous faites déjà du ToFlow, cette couche-là, vous pouvez la créer avec l'outil, le plugin pour créer des couches vides spécifiques ToFlow ou l'insérer les attributs ToFlow dans une couche existante. Si vous disposez déjà d'une base de données des avaloirs, c'est comme ça que ça fonctionnera. Et les paramètres à l'intérieur, ils ressemblent à ça. Hop. On retrouve notre loi de calcul du point d'entrée, combo que j'ai saisi tout à l'heure. Donc lui, quand on fera notre simulation, pour trouver la relation entre le niveau sur notre zone 2D et le débit qui peut s'engouffrer ou le niveau dans notre réseau et le débit qui peut ressortir du réseau, il va passer par ces lois-là, combo et xtech, donc mon inlet, ma rue. L'élévation, ça c'est l'élévation de mon terrain naturel. Donc celle-là, on ira la chercher sur notre donnée TN. Alors là, celle-là, elle a été rentrée à l'avance, mais on pourra très bien, avec une option SIG, aller la récupérer sur le MNT. En Attends, vérifiant au Arnaud, préalable. une petite question, tu allais un peu vite. Quand tu, Dis-moi. importes un fichier vide, c'est ça? Quand tu pars Oui. de zéro, Mmh. on a des tables spécifiques pour Swim, c'est ça? J'ai jamais trop fait gaffe à ça. Alors, ça va être synchro avec les versions de Swift de ToFlow que tu utilises. Il faut utiliser les versions qui supportent, Ah ToFlow, mais tu d'accord. Ouais, c'est pour ça que je le alors voyais pas. Ouais, ouais, c'est la dernière version qui permet ça. bah, à partir de la 2023 quelque chose, tu vois? Si je fais la manip ici, si là, par exemple, moi, j'étais vraiment dans l'optique de créer un réseau à partir de rien. Je vais aller créer, une couche vide ToFlow qui pourra accueillir mes éléments. Décidément, bon, voilà. Donc on va aller chercher, comme d'habitude, notre dossier vide. Et tu vois, tout en bas, normalement, lui, il est apparu. Ah! Voilà. D'accord, Et c'est lui, en fait, d'accord. qui fera le lien. Voilà. OK, C'est j'avais lui. jamais fait gaffe à cette option. Peut-être je l'avais pas parce que je travaillais sur la version de base, ouais, antérieure. Bah, OK. c'est toujours un peu le piège, effectivement. Il faut bien se maintenir à jour sur les versions, surtout quand on va chercher des fonctionnalités nouvelles, quoi. Mmh. Voilà. Donc ça, Merci. c'est vraiment une couche. De rien. C'est vraiment une couche spécifique ToFlow. Et si je reviens dans ses attributs, alors il y a pas grand-chose, hein. On retrouve les lois de calcul, on retrouve l'élévation. Donc ça, c'est vraiment notre terrain naturel. Si je reviens à mon petit schéma ici, c'est ici. C'est pas la cote de fond. C'est la cote à partir de laquelle on va commencer à faire l'échange. Et dans les paramètres un peu spécifiques to Flow, on a une option ici, connexion 1D, 2D. SX, du moment que sur ToFlow, vous allez trouver dans un objet qui sert à faire voilà, le couplage SX, c'est un paramètre qui permet au modèle de s'échanger leur débit. Donc, il y a un modèle qui va envoyer son débit vers l'autre et l'autre va répondre avec un niveau d'eau pour dire oui, on peut envoyer tant d'eau. Et à chaque pas de temps, les échanges vont s'équilibrer. Donc ça, tous nos inlets sont de type SXZ. Z, ça veut dire qu'on va aller aussi automatiquement recaler le Z de notre élément couplé au modèle 2D pour pas avoir d'incohérence entre notre maillage du calcul et notre inlet. Que ce que ces modèles couplés n'aiment pas, c'est trop d'incohérence entre un tube qui sortirait du sol ou qui serait dans le sol et notre MNT. Ça peut aussi rejoindre ta question de tout à l'heure, Lewis. Le Oui, oui, le c'était fl le problème qu'on avait, ouais. Mmh. le flag Z, il sert à ça. Il sert à gérer cette cohérence.
D'accord. Et ensuite, alors ça, c'est plus pour le contexte, mais il faut vraiment mettre son nez dans le manuel. Vous voyez ici qu'il y a un placement ici, on sag ou on grade. Ça, c'est quelque chose qu'on va définir. Alors c'est pas forcé de le personnaliser à chaque fois. C'est une espèce de loi de calcul légèrement différente selon qu'on se trouve dans un endroit où la valoir est positionnée en point bas, typiquement dans un bas de rue ou contre un bateau, ou dans la pente. On grade, c'est vraiment, vous avez une rue en pente, vous avez un avaloir sur le côté qui va intercepter une partie de l'écoulement, mais l'écoulement va quand même lui passer dessus en partie. Les lois de calcul sont légèrement différentes. Ça, c'est un peu le niveau de détail auquel on peut aller. En tout cas, mon modèle, typiquement, il a besoin de tous ces éléments-là pour tourner. Il a besoin de sa partie souterraine. On va mettre un peu de transparence Et pour voir le Arnaud, reste. une petite question Dis-moi. à la volée, comment tu lis le inlet et le node? J'ai pas trop compris ça. À un moment dans ton inlet, tu dis le nœud en question? Non, ils sont accrochés. Les Est-ce que les c'est une nœuds. table? Est-ce que tu nous as montré les inlets? C'est une table, c'est pas les objets, SIG? Alors, il y a 2 choses. Le inlet, table, c'est vraiment une loi de calcul, ou plusieurs, qu'on va, appliquer à nos inlets. C'est en soi, c'est pas vraiment, Ah oui, OK. les points d'entrée. Il y a C'est 2 des choses. paramètres généraux ça, en fait, c'est C'est ça? ça. Et OK. tu vois, si j'avais, je sais pas moi, 2 ou 3 types d'avaloirs dans mon modèle, typiquement un avaloir classique, une grande grille, peu importe, c'est on pourrait avoir ça, hein, dans des modèles un peu complets, on pourrait avoir 3 ou 4 types d'engouffrement spécifiques. J'aurais avaloir 2, grille 1, grille 2, par exemple. Là, j'en aurais 4 ici. Ça, c'est vraiment du paramétrage. C'est Mmh. ensuite dans mes objets IU, donc mes points d'entrée, ici. D'accord, c'est les Hem, objets SIG, ouais, j'avais zappé ça. c'est ça, et c'est là où, tu vois, je lui dis: «Je vais chercher ma loi de calcul, combo 1, combo 2, avaloir, et cetera». Et lui, il comprend que c'est, lié aux nœuds parce qu'ils sont géométriquement au même endroit? Ils sont accrochés, ouais, D'accord, OK, et tu vois, merci. typiquement, j'en ai 2 qui n'existent pas. Ceux-là, c'est des tampons qui sont scellés, donc eux ne vont pas déborder. Ça marche? OK, et tu vas pouvoir gérer, alors je ne sais pas si ça a lieu d'être ici, mais dans PC Swim, tu peux lui dire une hauteur qu'il peut supporter sur un tampon, Oui. mais ça a peut-être plus de sens quand tu fais du 1D, 2D, mais Si on le met quand même, c'est ce qu'ils appellent le pending, effectivement, le niveau de surcharge au-dessus d'un nœud. c'est ça. Mmh. Oui, tu peux le gérer ça, on va le faire juste après effectivement. OK. Pour éviter d'avoir ouais, pour lisser les échanges et puis éviter d'avoir des incohérences. Alors sachant que de toute façon, si le couplage est fonctionnel, c'est jamais censé monter trop à moins de se trouver vraiment dans un plan d'eau, quoi. Mais oui, tu peux Mmh. le gérer, ouais. D'accord. Ça marche? Donc maintenant, on va compléter. Alors ça, c'est plus pour avoir un petit aperçu des outils qu'on a à disposition. On va compléter les attributs de nos nœuds et de nos conduites pour ensuite essayer de faire tourner le modèle, parce que je vois que l'heure avance un petit peu. Heu, Hésitez pas à me faire signe s'il y en a qui ont des contraintes. Il y a des chances qu'on dépasse un petit peu midi et quart. S'il y en a qui doivent filer, on finira peut-être la présentation avec ceux qui peuvent rester, et de toute façon, j'ai enregistré, donc je vous passerai le le replay. Donc ici, nos conduites, tu regardes tout à l'heure, alors pour l'exercice, on n'avait pas mis les nœuds en, entrée-sortie. On a un petit outil ici qui permet d'assigner, les nœuds à nos conduites. Pour ça qu'idéalement, quand on construit nos canalisations, nos conduites, on va les accrocher aux nœuds, et s'ils ne sont pas accrochés, on disposera aussi d'outils SIG pour les accrocher automatiquement au nœud le plus proche avec une marge de tolérance. Donc ici, moi, je vais passer en édition en place. Ça me permet de modifier directement ma couche plutôt que d'en créer une nouvelle, et je vais assigner ici, je vais utiliser cet outil-là pour assigner à mes conduites les nœuds. Donc je détecte un certain nombre, lui, il m'a détecté via la nomenclature les couches SIG qui étaient adaptées, donc c'était des nodes. On va modifier toutes mes conduites, et là, il a détecté théoriquement tous les nœuds qui étaient accrochés à mes conduites. Vous voyez ici que j'ai bien récupéré, le pipe 11, il relie mon point 9 à mon point 10, et cetera.
Donc vous avez comme ça un certain nombre d'outils qui vous aident aussi à construire rapidement les modèles et à les vérifier rapidement dans QGIS. C'est l'intérêt aussi de travailler en SIG sur tout ça. Donc ici, on a fait les conduites, nœud d'entrée, nœud de sortie. On va aussi pardon, assigner les pertes de charge. Heu, Ça, c'est un mode automatique. Ensuite, on peut bien sûr, dans les pertes de charge entrée-sortie des conduites, tout modifier à la main selon notre expérience de ces paramètres-là. Donc ici, on va aller chercher les nœuds. Alors, pourquoi on va chercher nos nœuds? C'est que, par défaut, on aura des pertes de charge différentes selon qu'on se trouve au milieu du réseau ou en entrée, en sortie. Et par défaut, on va garder ces valeurs-là, elles ne sont pas mauvaises. À nouveau, on est sur l'édition en place, ici, qui permet de modifier notre couche. Ah, alors qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, il y a toujours un petit truc qui bug. Hop, alors, essayer. Ah, hop là. Voilà, c'est bien. Il me manquait aussi mes petits inlets ici pour, configurer mes paires de charge. Donc là, mes conduites, normalement, ont aussi un certain nombre de paramétrages sur la perte de charge, entrée et sortie. Tout devrait être OK de ce côté-là. Hop. À nouveau, hein, tout ça peut se configurer dans Swim, tout ça peut se configurer à la main selon le nombre de conduites qu'on a à traiter et selon, le niveau de complexité. Si, maintenant je veux configurer mes nœuds, mes jonctions, alors ça rejoint la question de Lewis tout à l'heure. Il y a certains paramètres ici, on les verra aussi sur Swim, notamment la capacité à, à ignorer, alors ça, c'est un peu spécifique à ce type de modélisation, il faut déjà en avoir fait un petit peu pour voir ce que ça représente, mais sur ces modèles, une fois que le niveau d'eau, calculé dépasse, on va dire le terrain naturel, le modèle a la capacité de stocker un petit peu d'eau au-dessus du regard et ensuite, alors soit du coup de l'envoyer vers le modèle 2D, soit d'ignorer tout ce qui est après, pour éviter d'avoir des niveaux qui montent à l'infini et qui surchargent notre réseau notamment. Donc ça va être via ce paramètre-là, donc ça, c'est plutôt pour, on va dire un niveau expert sur la partie configuration. Mais en tout cas, sur l'outil, c'est ici que ça va se jouer. Cet outil-là, cet attribut sur les jonctions, va nous permettre de définir ces paramètres par défaut à l'échelle de notre modèle. Donc généralement, ces modèles-là considèrent qu'il y a une espèce de surface qui va se mettre en place au-dessus du regard, qui permet de stocker un peu comme une petite flaque d'eau qui viendrait se mettre au-dessus de notre regard ou de notre jonction. Hop. Ça, oui, si vous devez faire la manip, c'est probablement cet outil-là que vous utiliserez pour finir de configurer, heu, le stockage qui est lié à vos nœuds dans le réseau. Hem, Après le tuto là, on pourra en disposer? Parce que c'est quand même plus facile d'avoir un modèle qui tourne, au moins oui, une tout à fait. ouais, Je vous ferai à la fois un petit zip avec tout le modèle de base, le modèle corrigé, enfin corrigé ouais super. et le diapo que je vous mets à l'écran. Parce qu'effectivement, on va quand même dans des trucs qui, dès qu'on commence à gratter un peu, sont parfois complexes. Donc Ouais, ouais. il y aura tout, ouais, sans problème. Ah nickel, merci. Donc là, si je résume, pardon, hein, pour ceux qui font pas forcément de swim, il y a des choses, effectivement, on va un peu loin et ça peut être un poil complexe. Mais faut garder en tête les principes de base. On a configuré nos conduites souterraines, on a configuré nos jonctions, à nouveau qui concernent finalement le réseau souterrain. Dans la jonction, il y a pas de notion de couplage en surface. On a défini
nos points d'entrée-sortie, les inlets IU, ici. Dernier élément important, si on veut que notre modèle il soit à peu près cohérent, ici, on a un exutoire à notre modèle, un D. Pour l'instant, il n'est pas du tout connecté, il n'a pas connaissance de notre modèle 2D derrière. Donc là, pour le couplage, il va falloir qu'on lui crée une espèce de condition limite interne au modèle qui va lui donner les éléments pour que lui puisse partager ses variables avec l'extérieur. Donc ça, on peut le faire à la main ou on peut utiliser à nouveau le plugin pour le faire. Donc pour faire ça, il y a un petit outil très simple. Vous allez sélectionner votre conduite qui est finalement la dernière conduite, l'exutoire. Et là-dedans, vous pouvez créer, alors BC, c'est pour Boundary Condition, condition limite. Vous pouvez créer ce qu'on appelle le endpoint 1D 2D connection. Donc c'est vraiment l'objet qui va permettre aux deux modèles d'échanger leurs variables. Je vais aller double-cliquer sur ce truc-là. Il me demande ma couche de conduite, ici. Je vais utiliser seulement la conduite que j'ai sélectionnée, ça évite qu'il me fasse n'importe quoi sur d'autres. Je vais créer une connexion sur la partie aval, parce que la partie avant est concernée par une jonction, donc j'ai pas de souci. Offset distance, c'est à quelle distance je vais positionner ma connexion. Si j'ai une arrivée dans un MNT très pentu, je vais vouloir que cet offset soit relativement court pour éviter que si, je sais pas, moi j'ai une cote de. On avait 39,50 à mon exutoire. Si je connecte 20 mètres plus loin avec mon MNT à la cote de 20 mètres, mon modèle va faire une chute. Et ça, c'est typiquement le genre de configuration que les modèles n'aiment pas. On veut réduire ça pour avoir une cohérence entre la cote de notre conduite, 39,50, et la cote de notre MNT. Là, je peux mettre par exemple 5 mètres. Et ici, la longueur de la BC line, notre modèle, il va créer une espèce de ligne en largeur qui va déverser son débit vers le 2D. Donc plus l'ouvrage est gros ici, plus ma conduite est grosse, plus je vais élargir ma ligne pour qu'il répartisse mon débit sur un certain nombre de mailles. Idéalement, on va faire correspondre la dimension de notre conduite, alors plutôt quand sur les grosses dimensions. On va faire correspondre la dimension de notre conduite, la largeur, avec la largeur de notre BC line et avec la taille de nos cellules. Si j'ai ici un dallot de 20 mètres de large, c'est assez rare, qui débarque sur mon modèle 2D, il faudra que j'arrive à capturer plusieurs mailles de mon modèle 2D, donc je mettrai quelque chose d'assez large. À l'inverse, c'est moins problématique quand c'est une conduite plus petite qui déverse dans un modèle 2D avec des mailles plus grandes. Donc ici, je vais lui dire 10 mètres. Et là, il y a un paramètre important. Set to decel elevation to one decal vert invert. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire on veut maintenir cette cohérence dont je parlais tout à l'heure. Donc, ma canalisation arrive à la cote de 39,50. Je vais quand même vérifier au préalable que mon MNT est pas trop mauvais dans cette zone. Typiquement, qu'on a bien quelque chose qui ressemble à ça, ici. On a une conduite qui arrive à Florente autant que possible. Et ensuite, cette option-là va quand même forcer, dans la zone d'arrivée de ma condition limite, les élévations 2D à suivre la cote de ma conduite. Ça évite ces incohérences qui vont créer des instabilités ou des erreurs qui feront que le modèle ne tourne pas. Là, tu peux pas être dessous le MNT dans ce cas-là? Non, sinon tu vas tomber sur les erreurs habituelles. Mmh. Ouais. Donc c'est Ouais, pour ça. ouais, on avait ce problème parce que c'est pas le même fonctionnement quand tu fais un réseau 1D ou quand tu fais des transparences hydrauliques, où ton Mhm. réseau il doit être soit dessus, soit dessous le MNT et il y a pas moyen d'avoir un puisard qui redégueule vers le haut, en fait. Ça, c'est interdit. Bah, il te faut toujours. Si, mais dans ce cas-là, ce sera plutôt un inlet-outlet ici, en Ouais, surface. OK. Et donc ton réseau, il sera. Ce dont tu parles, c'est plus un cas comme celui-là, finalement. Ouais. Tu vois. On va être plus là-dessus. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir un MNT qui va faire ça, par exemple, et une conduite qui est 1 mètre au-dessous. Parce que ça ne marchera pas. Euh, même de base, de toute façon, en termes de fonctionnement, même si on met la modélisation à part, ce type de configuration ne marcherait pas parce qu'en fait, on a une conduite dans le sol. Donc, on va toujours chercher cette cohérence. Un truc qu'on fait de temps en temps, mais qui n'est pas non plus génial, dans les faits, c'est ce qui se passe ici.
C'est que si vraiment mon MNT, c'est le trait rouge, le fait de forcer les cotes du MNT au niveau de la sortie à la cote de la sortie, ça va creuser un trou, quoi. Ça va faire un truc comme ça. Ah d'accord, c'est le MNT qui se déforme et oui, oui, forcément. On évite de dégrader notre ouvrage autant que possible. On va pas relever la cote de l'ouvrage pour tenir le MNT parce que sinon on va fausser notre capacité réseau. C'est ça Et le souci. et une petite question, Mmh. est-ce que tu peux utiliser ce même outil pour, faire une condition limite aval qui sorte du modèle? Par exemple, moi j'avais ce cas-là qui me Ouais. posait un peu des soucis et j'ai mis du temps à comprendre, que c'était un autre outil où je faisais un point et le point, c'est par exemple une hauteur normale et on n'en parle plus, ça quitte le modèle. Je veux pas forcément représenter la sortie du réseau pluvial dans le 2D, tu vois? Oui, dans ce cas-là, il faut ajouter un DBC. OK. Pour un swim, Tu on fait pareil, donc. Bah, alors Swim, ce sera un exutoire, tu fais rien. Swim tel quel, c'est un exutoire, non connecté. Lui, qui tombe au milieu du modèle 2D ou à 200 kilomètres du 2D, il s'en fiche. C'est, D'accord. tu vois? C'est inverse, en fait. Hem, Touflo, il faudra lui dire si, par exemple, en bout de canalisation ici, j'ai un outlet non connecté à mon 2D, il faudra lui créer un point dans une couche spécifique, un DBC, avec des règles de calcul sur mon outlet. Soit une hauteur débit que j'aurais définie, soit une hauteur débit, hauteur normale, ce qu'on veut. Mmh. Swim, si je lui dis: «Tu as un outlet ici, mais je vais pas lui créer ce qu'on est en train de faire, la connexion à des 2D», il va évacuer. Ce qui d'ailleurs peut fausser le truc parce que tu peux te retrouver à avoir un réseau de capacité infinie ou en tout cas qui déverse ici, alors que tu as une crue là dans ton modèle 2D qui devrait impacter ton réseau. Oui, oui, Faut oui, faire oui. mais bon, Ouais, il faut avoir conscience de mais Swi l'utilisation. mais Swift, si tu mets un outlet, un outfall, il va sortir l'eau sans problème. OK. Ça marche? Et donc une question aussi qui a été posée sur le chat, on va regarder juste après ce que ça donne. L'offset distance, c'est la distance à laquelle mon objet de connexion va être créé par rapport à la sortie de mon modèle. On va voir à quoi ça ressemble. Là, je sauve juste ma, mmh, ma ma nouvelle thématique BC là qui est créée. Alors l'avantage de travailler en GeoPackage, c'est que je peux aller ajouter dans le même GeoPackage, heu, des thématiques complémentaires dans mon modèle. Là, on va l'appeler 2DBC Swim. Hop là, toc. Donc si tout va bien, je lance ça, il me crée mon truc et en fait, voilà, il va sortir un truc qui ressemble à ça. Est-ce que je peux le mettre en forme? Voilà. Où en fait, en sortie de votre canalisation, accroché à votre exutoire finalement, il y a un objet alors qu'on appelle SX qui va vraiment lui faire le lien avec notre modèle 2D et les 5 mètres qu'on regardait tout à l'heure, ils sont là théoriquement. C'est parti dans mon truc. Je mets où ça va se mettre. J'ai trop d'écran. Bon, tant pis. On va dire que c'est bon. J'ai perdu mon outil de mesure. Mais les 5 mètres, qu'on voyait tout à l'heure, ils sont là et les 10 mètres de large, ils sont là. D'accord? Tac et donc, ouais, pour reboucler avec ta question, Lewis, si on ne crée pas cet objet-là dans Swim, il y a pas de connexion qui va se faire. Ça marche? OK. Donc là, on a à peu près tout pour aller connecter notre modèle. J'ai fait les est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait les paramètres. Donc maintenant, on va voir, on va combiner tout ça dans notre modèle. Il y a des éléments qui vont être dans le modèle Swim, il y a des éléments qui vont être dans le modèle, ToFlow. Donc déjà, première étape, quand on pense avoir à peu près bouclé notre paramètre, Swim, on va créer le fichier de modèle Swim, donc l'INP. Donc ça, vous pouvez cliquer sur finalement n'importe quelle couche du GeoPackage dans lequel qu'on a créé tout à l'heure pour stocker notre Swim. Typiquement, je peux prendre les conduites, faire un clic droit et dans ToFlow, lui dire: «Exporte-moi tout ça exporte-moi le INP». Tac, tac, tac. Donc là, il est allé chercher le GeoPackage qui contenait mes links. Donc là, il me demande seulement le GeoPackage, hein. Lui, il va pas me demander, le nom de l'INP, il va le créer en parallèle. Si je vais voir dans mon sous-dossier, théoriquement, voilà, j'ai un
INP qui a été créé. Et lui, on peut aller le vérifier dans Swim, voir si tout a bien fonctionné. Ils sont pas bien gros, mais on va le voir. Donc là, on retrouve notre modèle. Donc ici, vous avez une correspondance entre ce qu'on a fait jusqu'ici dans QGIS. Donc à Hydraulics, on va vérifier, hein. On a nos jonctions, on a notre exutoire ici, on a nos conduites et on a aussi nos petites configurations de rue. Donc ça, c'est nos lois de couple d'engouffrement, et nos inlets utilisés pour le calcul. Voilà. Donc là, on retrouve vraiment ce qu'on a configuré. Mais en pratique, Arnaud, c'est plus simple de le faire sur Swim, puis de l'importer dans QGIS, non? Ça Parce que là, tu dépend. as une aide, un peu. Ouais, ça dépend finalement où on a ses habitudes. Je suis d'accord. Alors en pratique, honnêtement, si vous faites des modèles, vous le ferez une fois ce truc-là, le inlet, le street et après vous repartirez d'un modèle existant avec votre configuration. C'est ce qu'on fait sur InfoWorks, ICM par exemple. Dès qu'on a un peu de personnalisation, pour peu qu'on travaille un peu toujours dans les mêmes secteurs, on repart d'une configuration existante dans laquelle on va trouver, nos formes spécifiques, tu vois, ton ovoïde, ton T quelque chose, tes lois de calcul spécifiques qui marchent bien chez toi. Donc oui, je suis d'accord, ça peut marcher dans les 2 sens. Soit on fait tout dans Swim et on l'importe, auquel cas on a l'outil qui va bien. Ouais, c'était Ça ma deuxième question. Oui, oui, il y a un outil pour faire le GeoPackage à partir du INP, en fait. Où est-ce qu'il se trouve? Ah voilà, si, tu vois ici, create from Swim INP. OK. D'ailleurs, effectivement, j'ai toujours un modèle à vous que je devais essayer de porter, je vais essayer de m'y remettre, Je sais plus mais ce que c'était, honnêtement, j'ai oublié. ouais, ça date un petit peu. Mais en tout cas, voilà, on peut totalement, c'est aussi, je trouve, enfin, c'est l'intérêt majeur, moi, que je trouve, c'est que si vous disposez déjà de INP, bah, vous faites créer votre GeoPackage depuis l'INP et le seul boulot, ce sera de créer les points de connexion, donc les inlets pour et les baisser. Tout le reste, viendra du modèle Swim sans aucun problème. Oui, on refait les liens avec le 2D et simplement et on apporte le C'est PC ça. Swim. OK, ouais, ça marche. Donc si maintenant j'essaye d'aller justement chercher tout ça, qu'est-ce qu'il nous faut comme modification? Alors d'une part, on va créer un fichier de configuration Swim. Donc lui, dans modèle, c'est un fichier texte tout bête, hein. On peut aussi avoir des modèles. Hop, et c'est un TSCF. Hop. Il y en a déjà un. Que j'apprenne à lire moi. Tac. Donc il y en avait déjà un. Hop. En faire un nouveau sera plus propre. Hop. L'outil contient les commandes qui viennent. Hop là. Donc lui, qu'est-ce qu'il faudra lui indiquer? On va aller chercher notre fichier INP. Alors ça, c'est un fichier de pilotage qui servira à alimenter le solver swim qui tourne à l'intérieur de Touflo. À l'intérieur de Touflo, on a vraiment un solver swim spécifique et donc lui, il a besoin qu'on lui indique sur quel modèle il va tourner finalement. Donc je vérifie juste que le nom de mon INP, c'est le bon. Hop, tac, là. Et il faut aussi qu'on lui indique, et c'est là où on peut se rater, d'aller, lire la base de données des points de contact, des inlets, les fameux IU. Heu, Ces trucs-là, là, qu'on a définis pour faire la jonction entre les 2. Donc lui, je vais aller vérifier que la commande est bonne et ceux-là, je dois les lire dans mon fichier de commande de Swim. Tout ça va m'aider à piloter Swim et ça servira notamment au couplage de Swim, à chaque pas de temps, à faire des échanges entre les 2 modèles. Mince, hop.
Ça, normalement, c'est bon. Donc, concernant Swim, tout ça, c'est bon. Et ensuite, la dernière, modification, on se rappelle que dans notre modèle, on a créé cette petite condition limite spécifique de couplage. Celle-là, elle concerne le modèle ToFlow, donc il faut qu'on aille la coller dans ToFlow. Donc ici, c'est pareil, on peut utiliser les fonctions du plugin. Je fais un clic droit dessus. ToFlow, je vais copier ma commande. Ça évite que je la retape à la main. Et cette commande-là, elle va aller dans mon fichier de condition limite, mon TBC. Et il va nous dire qu'il va aller lire comme boundary condition, condition limite, ce fichier et ma connexion. Et on va voir si ça tourne. Alors en live, généralement, ça tourne pas tout de suite, mais espérons. Tous mes fichiers sont sauvegardés. Logiquement, on doit être bon. Et bah là, si, une fois que vous avez un modèle qui a tourné, alors pas comme mon petit modèle test, faudra quand même que je vérifie pourquoi ce truc-là m'ennuie ce matin. Quand vous allez ouvrir vos résultats sur le viewer, je pense qu'on fera le subcatchment, pardon, je fais une petite aparté. On fera le subcatchment soit dans un second webinaire pour ceux qui veulent, soit je vous l'enregistrerai et je vous montrerai la manip. En tout cas, si vous voulez visualiser vos résultats, le viewer vous permet de charger vos résultats. Alors, soit vous allez piquer directement ce qui va vous intéresser, les cartographies, les séries temporelles. Le plus simple étant d'ouvrir directement votre fichier de contrôle. Et dans ce cas-là, il va vous proposer d'ouvrir l'ensemble, à la fois la partie cartographique et tout ce qui va être time series, donc tous les éléments sur lesquels vous allez pouvoir sortir des séries temporelles et aussi des profils en long. Et dans ce cas-là, alors vous pouvez mettre en forme un petit peu vos profondeurs. Hop, alors ça c'est bon, on peut y toucher. Ici, en gros, on a des conditions limites, à la fois sur le cours d'eau où on a injecté une crue et des pluies qu'on a fait tomber directement. Alors ici, c'est la version avec les bassins versants. Donc ça va alimenter directement notre modèle. Donc si maintenant je veux interroger les résultats de notre modélisation, je peux aller regarder les séries temporelles par exemple, en débit dans mon réseau. Donc je vais choisir le flow ici. Je vais choisir dans ma table de contenu ici, mes conduites, mes liens. Et donc, en sélectionnant mes liens, je peux voir pour un ou plusieurs le débit qui va transiter dans mes conduites. Donc ça vous permet de contrôler un peu si tout se passe bien dans votre modèle, de voir quelle est la capacité de votre réseau. En gros, on a plus ou moins accès à tous les résultats. Après, sur la partie résultats, notamment sur la partie 1D, chacun aura ses habitudes. On a accès à un certain nombre de résultats sur le plugin. Il faut s'habituer un peu à cette gymnastique d'aller choisir votre variable, sélectionner votre thématique et ensuite sélectionner les objets sur lesquels vous voulez avoir des résultats. Vous pouvez aussi les consulter directement sur Swim pour la partie 1D, c'est pas un problème. Si je veux faire un profil en long de mes conduites, par exemple, on va aller chercher un long profile. On peut aller chercher nos conduites et le niveau d'eau. Et ici, alors généralement, il va me sélectionner un peu par défaut. Ouais, il est bien monté haut, lui. Et on peut pas les voir sous forme de table, les résultats? Tu vois, genre, les petites pointes, comme on fait sur Swim? Heu, si, 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 tu as accès à un certain nombre de tables supplémentaires, normalement, dans tes résultats ici. Ah oui, Ouais. En fait, il montre pas tout dans le plugin d'accord. et il y en a d'autres qu'on peut ajouter au détail dans le fichier de configuration. Tu peux faire ça avec les stries aussi ou pas? Oui, oui, oui. Ouais, bien Il sûr. faut lui demander de les sortir. Par défaut, ça y est pas forcément, c'est ça? Faut que je regarde ce qu'il y a par défaut. Parce que moi, je me demandais, quand tu les lis avec le plugin, tu peux Mmh. les lire qu'avec le plugin, tu peux pas les ouvrir avec Excel, par exemple, ou Bah, alors typiquement les plots, c'est des CSV.
Ah d'accord, faut aller chercher là-dedans, OK. Ouais. Après, bah, je vous referai un petit mail avec, 2-3, exemples de configuration. Result plot. OK, ouais, non, j'avais jamais compris que c'était là, parce que quand tu l'ouvres sur QGIS, la table, elle est vide. Elle fait juste le lien avec ce CSV, donc. Oui, alors par contre, faut regarder parce que sur les résultats propres à Swim, par exemple, je pense qu'il les stocke, il doit les stocker par ailleurs. Heu, En tout cas, tu peux aussi alors, tout ce qui va toucher à Swim, ça va se trouver où? Ah oui, où est-ce que c'est? Tu un certain nombre alors, spécifiquement pour Swim, tu as un certain nombre d'éléments qui vont s'écrire aussi, en format Swim dans le dans le dossier résultat. Donc en fait, il faut pas hésiter à farfouiller tout ça. Il y a des choses qui seront dans le GeoPackage, typiquement le Swim TS là qu'on est en train de regarder, les liens. Ceux-là, ils sont en GeoPackage, donc c'est un GeoPackage avec du temporel. En gros, chaque lien, hem, a un pas de temps ici. C'est pour ça qu'on peut animer, tu vois ici, la thématique, elle s'anime sur la conduite. Alors ici, elle s'anime en débit, elle peut aussi s'animer en pourcentage de capacité de notre conduite, par exemple. Si je fais ça et que je fais une classification de 0 à 100 sur la capacité de ma conduite, je peux voir en fonction du temps, quand est-ce que ma conduite commence à être surchargée. Et Et ça, si c'est je pareil pour le S3 aussi? théoriquement, oui. Ah, j'ai jamais fait gaffe qu'on pouvait afficher des valeurs. Alors vérifier, mais théoriquement, oui. Comment tu as Je fait? te Juste à cliquer dans les propriétés de la couche, là? Ouais, c'est ça. En gros, dans la symbologie, par défaut, il t'affiche un thème sur le débit qui Ah! transite. D'accord. À vérifier, hein, sur Estrie, mais Ah ouais, non, mais c'est pas mal ça. OK. bah, ça te permet de faire des cartographies de pourcentage de capacité atteinte. C'est plutôt intéressant, ouais. Donc là, je pourrais Heu, mettre le débit max que je voulais tout à l'heure, ouais, oui, sur chaque conduite. ouais, sachant Oh, que voilà, si excellent. tu si tu fais ça, tu peux aussi mettre probablement un petit label. Alors je suis pas sûr que la performance soit folle, mais tu peux mettre un petit label et du coup, tu auras ton débit qui va transiter, quoi. En mettant Ça, c'est un bien. format pas trop bête, mais oui, oui, non, tu peux faire des choses assez, assez intéressantes, ouais.